J'ai déjà commencé très sérieusement une fois. J'ai préparé un plan, mis des alarmes, noté mes objectifs. Le premier jour, j'ai tout fait correctement. Le deuxième jour, j'essayais encore. Puis, au troisième jour, j'ai commencé à négocier avec moi-même. Je restais assis là, à fixer l'horloge, téléphone à la main, en pensant « Aujourd'hui est trop chargé. Je me rattraperai demain. » Le petit bonhomme dans ma tête a hoché la tête, tiré la couverture et repoussé la tâche importante vers ce demain si familier. La partie la plus inconfortable n'était pas d'abandonner. C'était le fait de savoir que j'allais abandonner, tout en faisant semblant de ne pas le voir. Je détestais ce moment où je me faisais une promesse le dimanche soir, pour ensuite me trahir discrètement quelques jours plus tard. As-tu déjà essayé de nombreuses fois, pour toujours t'arrêter exactement au même point? Et au fond de toi, te poses-tu cette question douloureuse? Peut-être que je n'ai vraiment pas de discipline comme les autres? Et la chose la plus importante, c'est ceci. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas faible. Tu ne manques pas de volonté. Tu n'es pas moins discipliné que les autres. Le vrai problème est ailleurs. Tu essaies d'utiliser la volonté pour lutter contre la façon dont le cerveau est conçu. Ton cerveau cherche toujours à économiser de l'énergie, laisse toujours une place à la négociation, garde toujours une porte de sortie lorsque les choses deviennent inconfortables. Mais il existe un système, pratiqué depuis des centaines d'années, dans lequel cette négociation n'existe pas. Dans le zen japonais, on appelle cela guji, une pratique continue, sans interruption. Pourquoi les moines zen peuvent-ils se réveiller à la même heure chaque jour, pratiquer toute une vie et ne jamais manquer une seule séance? Pas parce qu'ils sont plus forts que toi, mais parce qu'ils ont complètement supprimé du cerveau l'option de faire ou ne pas faire. Et la science moderne commence à le confirmer. Je pensais autrefois que tant que j'étais suffisamment déterminé, tout serait différent. Que si je le voulais vraiment, je passerais à l'action. Mais j'ai fini par réaliser une vérité inconfortable. Le cerveau ne fonctionne pas sur le désir. Il fonctionne sur l'identité. Il ne demande pas ce que tu veux faire. Il demande qui tu es. Dans les monastères zen japonais, lorsqu'une personne entre sur le chemin de la pratique, elle ne dit pas « Je vais essayer de méditer chaque jour ». Elle se tient devant la communauté et se déclare pratiquant zen. Ce moment n'est pas une promesse. C'est un changement d'identité. À partir de cet instant, la pratique n'est plus un choix. C'est une évidence, comme respirer ou se lever quand la cloche sonne. La science moderne commence à le voir clairement. Des études comportementales menées à l'université de Harvard montrent que lorsqu'un engagement est rendu public, le cerveau primitif interprète l'échec comme une menace sociale. Pendant des centaines de milliers d'années d'évolution, perdre son statut dans le groupe signifiait être exclu. Ton cerveau porte encore ce mécanisme de survie. C'est pour cela qu'abandonner en silence est facile. Mais abandonner quand tout le monde regarde devient plus douloureux que continuer. C'est pour cette raison que les promesses silencieuses meurent si vite. Quand personne ne le sait, le cerveau garde toujours une porte de sortie ouverte. Mais lorsque tu l'écris, que tu le signes, que tu le dis aux autres, tu ne poursuis plus simplement une habitude. Tu protèges ton image de toi-même. Et à ce moment-là, la motivation ne vient plus de l'émotion, mais de l'identité. Tu n'as pas besoin de devenir plus fort. Tu as besoin d'être cohérent avec la personne que tu as déclaré être. Et quand l'identité change, le comportement est forcé de suivre. Après avoir pris un engagement public, j'ai réalisé qu'un autre combat se déroulait encore silencieusement chaque jour. Non pas la question de faire ou ne pas faire, mais une question apparemment inoffensive. Quand? Le matin ou le soir? Avant ou après manger? Aujourd'hui ou demain? À chaque fois, mon cerveau devait dépenser de l'énergie pour prendre une décision. Et il suffisait d'un peu de fatigue pour que cette décision penche vers la procrastination. Les moines zen japonais comprennent cela très bien. C'est pourquoi ils ne cherchent pas le moment idéal. Ils choisissent une heure fixe et la verrouillent. Aucune négociation, aucun ajustement. Quand la cloche sonne, ils se lèvent, sans émotion, sans motivation. Lorsque j'ai fait la même chose, tout a commencé à changer. Non pas parce que j'aimais me lever plus tôt, mais parce que j'ai supprimé le temps de la liste des variables. Mon cerveau n'avait plus d'espace pour argumenter.
plus de raisons de marchander. Le corps a progressivement appris un nouveau rythme, comme un réflexe. L'ordre n'est pas établi pour optimiser la performance, mais pour mettre fin à l'hésitation. Et lorsque le quand n'est plus une question, l'action se produit presque automatiquement. Je n'avais plus besoin de me forcer. Je passais simplement à l'action quand c'était l'heure. Même après avoir fixé l'heure, j'ai réalisé que mon cerveau n'avait pas encore capitulé. Il avait simplement changé de stratégie. Au lieu de demander « quand », il a commencé à murmurer une question plus subtile. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Et naïvement, je pensais que la flexibilité était une bonne chose. Que changer légèrement rendrait la pratique moins ennuyeuse. Que suivre mes sensations rendrait tout plus naturel. Mais la réalité était exactement l'inverse. Chaque fois que je changeais le contenu de la pratique, je donnais à mon cerveau un nouveau pouvoir, le pouvoir de choisir. Et là où il y a choix, il y a négociation. Méditer ce matin ou lire, ou peut-être faire quelques étirements pour se réveiller, 10 minutes ou 20, un livre familier ou un nouveau. Ces petites questions semblent inoffensives, mais ce sont précisément les fissures par lesquelles les anciennes habitudes reviennent silencieusement. J'ai commencé à accepter une vérité difficile. La variété ne tue pas la motivation, elle tue la constance. Le cerveau ne se fatigue pas en travaillant. Il se fatigue en décidant. Chaque petit choix consomme de l'énergie, et lorsque l'énergie baisse, l'instinct me ramène toujours vers le chemin le plus familier. Sauter, raccourcir ou le faire demain. Dans la pratique zen, il existe un principe qui met beaucoup de personnes modernes mal à l'aise. Faire une seule chose, d'une seule manière, chaque jour, pendant une période suffisamment longue. Aucune créativité, aucune personnalisation, aucun suivre ses émotions. Répéter jusqu'à ce que l'esprit n'ait plus aucune raison de résister. C'est à ce moment-là que l'ego, qui veut tout contrôler, commence à se dissoudre. J'ai essayé d'appliquer cela. J'ai tout verrouillé. La même séquence d'action, le même ordre, la même durée, aucun changement, quelle que soit l'humeur. Que je sois enthousiaste ou ennuyé, plein d'énergie ou épuisé, inspiré ou vide. Il n'y avait pas de version spéciale pour aujourd'hui. Un seul et unique chemin. Les premiers jours ont été réellement inconfortables. Non pas parce que les actions étaient à la difficile, mais parce que mon esprit avait perdu son terrain de jeu. Il protestait constamment. Il me disait que je devenais robotique, que la vie avait besoin de flexibilité. Il me prévenait que je m'ennuierais bientôt et que j'abandonnerais si je continuais ainsi. Mais j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas la voix de la sagesse. C'était la voix d'un ego effrayé à l'idée de perdre le contrôle. Après une période de répétition sans changement, j'ai remarqué quelque chose de très étrange. Je ne maintenais plus la discipline. Je faisais simplement ce qu'il fallait faire. Non pas parce que j'essayais plus fort, mais parce que mon cerveau avait cessé de participer au débat. La séquence familière de comportements s'activait, avant même que la pensée consciente n'apparaisse. Les neurosciences l'expliquent de très clairement. Lorsqu'une action est répétée suffisamment longtemps dans le même contexte, le cerveau transfère le contrôle des zones gouvernées par la volonté vers les ganglions de la base, qui gèrent les comportements automatiques. Des études sur l'automatisation comportementale menées au MIT montrent qu'après plusieurs dizaines de jours de répétition stable, le cerveau ne décide plus. Il exécute. C'est le moment le plus important. La volonté n'a pas besoin de devenir plus forte. La motivation n'a pas besoin de durer éternellement. Le comportement commence à s'occuper de lui-même, comme un programme déjà installé. Je pouvais être fatigué, ennuyé ou sans motivation. Mais mon corps commençait quand même la séquence familière. Une discipline durable ne consiste pas à se forcer toute une vie. C'est une courte phase pendant laquelle tu répètes suffisamment longtemps pour que la discipline ne soit plus nécessaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que ce qui avait détruit tous mes efforts précédents n'était pas la paresse, mais une obsession de la perfection. Je croyais toujours que si je ne pouvais pas le faire parfaitement ou correctement, alors il valait mieux ne pas le faire du tout. Et cette manière de penser créait de petites interruptions, apparemment inoffensives, mais suffisamment grandes pour que tout s'effondre. Le zen japonais n'enseigne pas la pratique parfaite. Il enseigne la pratique ininterrompue. Que tu sois fatigué,
Occupé, malade ou mentalement dispersé, la pratique continue sous la forme qui était possible. Non pas pour obtenir des résultats, mais pour que le flux ne s'arrête jamais. Une rivière peut devenir peu profonde, elle peut ralentir, mais si elle cesse de couler, ce n'est plus une rivière. J'ai commencé à appliquer cela. Lors de mes pires journées, je faisais la version la plus petite possible. Moins, plus lentement, plus simplement, mais jamais zéro. Et c'est cette continuité qui m'a permis de continuer. Ce n'est pas la perfection qui te transforme, c'est le refus de te laisser disparaître, ne serait-ce qu'un seul jour. Je pensais autrefois que l'échec venait du fait que les circonstances étaient trop difficiles. Mais la vérité, c'est que je perdais toujours au même endroit, au moment où quelque chose d'inattendu apparaissait. Les jours où les choses ne se passaient pas comme prévu, j'étais forcé de prendre des décisions en étant fatigué et stressé. Et à cet instant précis, le cerveau choisissait toujours le chemin le plus facile, sauter la pratique. Les monastères zen ne laissent pas cela arriver. Ils n'attendent pas qu'une perturbation survienne pour ensuite discuter de quoi faire. Chaque situation a déjà une réponse. Quand A arrive, ils font B. Aucune discussion, aucun retard, aucune émotion. Quand la cloche sonne, la pratique continue, dans l'espace qui reste disponible. J'ai appris à faire la même chose. J'ai écrit toutes les raisons qui m'avaient fait abandonner par le passé et j'ai associé à chacune une réponse fixe. Pas une solution parfaite, mais une solution suffisante pour continuer. Lorsque la réponse est décidée à l'avance, le cerveau n'a plus le droit de négocier. Et quand les décisions n'ont plus besoin d'être prises dans le chaos, la discipline cesse d'être fragile. Au final, le plus grand changement ne s'est pas produit dans ce que je faisais, mais dans la personne que je devenais. Je ne me voyais plus comme quelqu'un qui essaye d'être discipliné. J'étais simplement quelqu'un qui vivait selon ce rythme. Tous les jours n'étaient pas parfaits, mais chaque jour était cohérent avec la même identité. J'ai réalisé quelque chose de très étrange. Lorsqu'une action demande encore un effort, elle ne t'appartient pas encore. Ce n'est que lorsqu'une action se produit naturellement, sans débat intérieur ni encouragement personnel, qu'elle devient réellement une partie de toi. La discipline n'est plus quelque chose dont tu dois te souvenir. Elle devient un réflexe. Et ce changement rend les autres mal à l'aise. Pas parce que tu es meilleur qu'eux, mais parce que ta présence leur rappelle les promesses qu'ils ont autrefois abandonnées. Tu n'as besoin de convaincre personne. Tu as seulement besoin de vivre en accord avec ta nouvelle identité. À partir de là, tu ne fais plus la bonne chose. Tu es le genre de personne qui ne peut pas faire autrement. À la fin, j'ai compris que ce n'était jamais vraiment une histoire de discipline. La discipline n'était que la surface. Ce qui se passait réellement en profondeur, c'était une fin et un commencement. La fin de l'ancienne version de moi-même. Celle qui commençait toujours avec enthousiasme pour ensuite abandonner discrètement. Et la naissance d'une autre personne. Quelqu'un qui n'a plus besoin de motivation pour continuer. Le Guji ne te rend pas meilleur de la manière habituelle. Il ne te rend pas plus travailleur, ni plus fort. Il fait quelque chose de bien plus radical. Il te transforme en une personne différente. Une personne pour qui la constance n'est plus un choix, mais un état naturel. Quand quelqu'un te dit que ta façon de vivre n'est pas normale, ce n'est pas une insulte. C'est le signe que tu es sorti de la moyenne. Et si je devais choisir entre me fondre dans la foule ou devenir quelqu'un qu'on ne peut pas briser, je sais exactement ce que je choisirais. À ce stade, tu as probablement réalisé quelque chose de très important. Tu ne te tiens plus à la ligne de départ. Le simple fait que tu aies écouté jusqu'à ce moment montre que tu es quelqu'un qui refuse de rester piégé dans la même boucle encore et encore. Tu n'es pas une personne qui essaie de changer. Tu es le genre de personne qui a déjà commencé à vivre différemment, même si ce n'est que par de très petits pas. Tu n'as pas besoin d'attendre plus de motivation. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tout ce dont tu as besoin est déjà là. Ce qui change, ce ne sont pas tes habitudes, mais la façon dont tu te vois. Et quand l'identité change, le comportement suit automatiquement. Tu n'es pas quelqu'un qui abandonne facilement. Tu es quelqu'un qui revient constamment, chaque jour. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton chemin plus clairement, reste ici.
Abonne-toi à la chaîne pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Sans bruit, sans précipitation. Juste un peu plus stable chaque jour.